Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qui, bon, peut sembler simple comme ça, mais qui est vraiment au cœur d'une bonne communication en français. Mmh. C'est l'art de reformuler. Parce que connaître les mots, ben, ça suffit pas toujours. Il faut savoir un peu jouer avec, les remodeler pour être super claire, précise ou juste plus intéressante, quoi. C'est un vrai levier. Exactement. Pour mieux se faire comprendre et peut-être même pour mieux se comprendre soi-même au fond. Et donc, pour explorer ça, on s'est basé sur des documents, des supports de cours de français langue étrangère qui sont vraiment axés là-dessus, sur ces techniques. Oui, très ciblé. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer un peu ensemble ces stratégies, voir comment on peut dire la même chose différemment, sous différents angles, et pourquoi c'est si important en fait. Pas juste pour apprendre la langue, hein. Ah non, absolument. La reformulation, c'est une compétence pour tout le monde, en fait. Qu'on apprenne le français ou que ce soit notre langue maternelle, savoir dire les choses autrement, c'est fondamental. Mm. Ça permet d'éviter les malentendus déjà, ce qui est énorme, Oui, c'est clair. mais aussi de, comment dire, polir sa pensée, d'adapter ce qu'on dit à la personne en face, de rendre un discours plus vivant, quoi, plus engageant. C'est vraiment une clé pour que ça circule mieux au quotidien. C'est exactement ça. Alors, allons-y, plongeons un peu. Concrètement, reformuler, ça veut dire quoi? La définition la plus simple qu'on trouve dans nos sources, c'est dire la même chose, mais différemment. Simple. Simple, mais efficace. Voilà. Mais derrière cette définition, quels sont les buts? Parce qu'il y a des objectifs précis. Les documents en listent plusieurs. Le premier, assez évident, c'est clarifier. Hmm. Une idée, elle peut être limpide pour nous, mais pas du tout pour l'autre. Reformuler, c'est un peu faire cet effort de se mettre à la place de l'autre, comme ajuster le focus d'un appareil photo, un peu. Oui, c'est une bonne image. Et clarifier, c'est pas juste corriger, hein. C'est vraiment construire du sens ensemble. Un autre but important, c'est simplifier. Bah oui, Mais attention, simplifier, ça veut pas dire rendre les choses simplistes ou parler comme à un enfant. non, bien sûr. C'est plutôt rendre accessible une info qui est complexe, mais sans la dénaturer. C'est un peu un exercice d'équilibriste, en fait. Très utile si on parle à des gens qui sont pas spécialistes du sujet. Je vois. Un peu comme quand on essaye d'expliquer, je sais pas, une règle de grammaire un peu tordue ou un concept scientifique à quelqu'un qui découvre. On va pas sortir tout le jargon d'un coup. Exactement. On va chercher des comparaisons, des exemples, d'autres mots. Bref, on reformule pour que la personne puisse entrer dans le sujet. Les sources parlent aussi de résumer, sortir l'essentiel ou éviter les répétitions. Ça, c'est sûr, ça endort tout le monde sinon. Tout à fait. Et pour aider la personne qui écoute, pour la guider là-dedans, le français a des sortes de balises, des mots, des expressions qui montrent qu'on est en train de reformuler. Les sources en donnent une bonne liste. Ah oui, comme quoi par exemple? Pour introduire une reformulation assez générale, on a les classiques, hein. Autrement dit, c'est-à-dire, ou en d'autres termes. Attendez, autrement dit, et c'est-à-dire, on les utilise souvent un peu pareil, non? Est-ce qu'il y a une petite différence, une nuance que les sources relèvent? Ah, bonne question. Oui, il y a une nuance, elle est intéressante, c'est-à-dire ça annonce souvent une précision, une explication un peu plus détaillée, ou parfois la correction d'un mot. D'accord. Par exemple, il est arrivé en retard, c'est-à-dire avec une demi-heure de retard. Là, on précise. Mhm. Autrement dit, par contre, ça suggère plus une formulation alternative. Une autre façon de dire la même chose, peut-être plus simple, ou vue sous un autre angle. Exemple, ce logiciel manque d'intuitivité. Autrement dit, il est compliqué à utiliser sans formation. Là, on ne précise pas vraiment. On redit l'idée de complexité, mais différemment. Ah, d'accord, je vois. L'un qui affine et l'autre qui change un peu l'angle. Malin. Et pour les autres buts, comme simplifier ou résumer? Alors, pour simplifier, on a des trucs très directs, comme pour faire simple, en clair, ou même en bref, si on veut aussi résumer vite fait. Oui. Pour un résumé un peu plus formel, on va dire, en somme ou en conclusion, c'est courant. Et si on veut être plus précis, justement, on va utiliser plus précisément ou pour être plus exact. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mots, ces expressions, c'est que la partie visible, en fait. La reformulation, ça joue aussi beaucoup avec le vocabulaire lui-même. Justement, j'allais y venir. La première grande technique que les documents explorent, c'est ça. Jouer avec les mots. Surtout avec les synonymes et les antonymes. Les synonymes, bon, on sait, c'est les mots de sens proche. Oui. L'exemple donné est tout simple. Il est fatigué.
on peut reformuler en disant « il est épuisé » ou « il est exténué ». Et ce choix, il est pas innocent. Dire épuisé plutôt que fatigué, c'est pas juste pour faire joli ou pour éviter de se répéter, même si c'est déjà bien pour que l'autre ne s'endorme pas. Oui, bien sûr. C'est aussi une question de degré, de nuance. Épuisé, c'est plus fort que fatigué. Choisir le bon synonyme, c'est un peu comme régler le volume du message, ajuster l'impact émotionnel ou juste l'info qu'on donne. On passe d'une info brute, il est fatigué, à quelque chose de plus fin, de plus expressif. Donc on enrichit son style et on nuance en même temps. C'est doublement utile. Et les antonymes alors? La source parle d'une technique intéressante, utiliser le contraire avec ne pas. Exactement. C'est une tournure assez élégante, parfois. Au lieu de dire c'est un travail difficile, on peut dire ce n'est pas un travail facile. Le sens, globalement, reste le même, mais la façon de le dire est différente. Hmm, Ça peut adoucir une affirmation un peu trop directe, ou juste varier le style, quoi. C'est une autre façon d'éviter de tourner en rond avec les mêmes mots. d'accord. Jouer avec les mots, c'est une chose. Mais les sources disent qu'on peut aussi reformuler en changeant carrément la structure de la phrase, sans toucher au sens profond. Ça me paraît plus technique. Oui, c'est une technique très puissante, effectivement, qui touche à la grammaire. Une des transformations les plus connues, c'est le passage de la voix active à la voix passive. Et l'inverse aussi, bien sûr. Ah oui, Prenons l'exemple bateau. Le chat mange la souris. Ça, c'est la voix active. Le sujet, le chat, fait l'action. et en passif, ça donne la souris est mangée par le chat. L'action est la même, le résultat aussi, mais on sent que la lumière n'est pas mise au même endroit. Précisément, en voix active, on regarde qui fait l'action, le chat. En voix passive, on regarde plutôt l'objet ou celui qui subit l'action, la souris. Donc, choisir l'une ou l'autre, c'est stratégique. On peut utiliser le passif pour mettre en avant le résultat ou celui qui subit. Mhm. Par exemple, dans un rapport scientifique, on dira souvent « les échantillons ont été analysés » plutôt que « on a analysé les échantillons » pour mettre l'accent sur les échantillons et ce qu'ils ont subi. Et puis ça donne un ton plus objectif. Oui, mais est-ce que ça peut pas aussi servir parfois à cacher un peu qui fait l'action? Je pense à des phrases comme «des erreurs ont été commises». On entend ça souvent. C'est une reformulation passive qui évite de dire qui a fait les erreurs. La reformulation a un vrai poids là, non? C'est une très bonne remarque, très pertinente. La voix passive, effectivement, elle peut être utilisée pour diluer la responsabilité, pour rendre l'agent moins visible, ou même le faire disparaître si on oublie le par le chat. Oui. C'est un outil de la langue neutre en soi, mais l'usage qu'on en fait peut avoir des implications éthiques, politiques, etc. Savoir le reconnaître, comprendre l'effet que ça produit, c'est important pour lire l'info de manière critique. C'est un super exemple de comment une technique de reformulation, ça dépasse la simple cosmétique. C'est vrai? Et pour illustrer encore ce passage actif-passif, un autre exemple des sources d'or. Le vent a cassé l'arbre. Ça devient « l'arbre a été cassé par le vent ». On voit bien, le focus passe du vent à l'arbre. C'est fascinant de voir comment la grammaire peut orienter la perception. Et il y a d'autres transformations de structure que les sources mettent en avant. Oui, une autre technique grammaticale assez fréquente, surtout à l'écrit, c'est la nominalisation. La nominalisation. Oui, ça consiste à transformer un verbe ou un adjectif en nom. L'idée, c'est de transformer une action ou une qualité en chose, en concept. Par exemple, la phrase « il a réussi brillamment », là on a verbe plus adverbe, peut devenir « sa réussite a été brillante », nom plus adjectif. D'accord. Autre exemple, tiré des corrigés fournis avec les sources, les prix ont augmenté. Verbe, ça devient il y a eu une augmentation des prix. Là, on a le nom augmentation. Et c'est quoi l'intérêt? Ça a l'air un peu plus lourd, non, comme formulation? Ça peut l'être, oui, si on en abuse, mais la nominalisation, ça a ses avantages. Ça permet souvent un style plus concis, plus dense. L'augmentation des prix, c'est plus court que le fait que les prix aient augmenté. Ah oui, vu comme ça. Et ça donne aussi un ton plus abstrait, plus formel. C'est très utilisé dans les textes administratifs, juridiques, scientifiques. Mais, attention, comme pour la voix passive, trop de nominalisation, ça peut rendre le discours très impersonnel, un peu jargonnant, et ça peut aussi cacher qui fait quoi. C'est toujours une question d'équilibre et de contexte. D'accord, je vois mieux l'intérêt. Et les risques aussi. Les sources parlent aussi un peu de l'inverse, l'adjectivation. Juste rapidement. Oui, c'est moins fréquent, mais ça existe. Transformer un nom en adjectif.
L'exemple donné, c'est un problème de pollution qui peut devenir un problème polluant. C'est une façon de qualifier plus directement le nom principal, ici problème. C'est une autre petite touche dans la palette du reformulateur. D'accord. Donc, on a vu les jeux sur les mots synonymes, antonymes, et les jeux sur la structure actif, passif, nominalisation. On revient aux petits mots, là, les connecteurs et les expressions spécifiques. Exactement. Ces mots-outils, ils sont super importants pour signaler clairement qu'on va reformuler. On a déjà parlé de « autrement dit », c'est-à-dire « en clair », pour faire simple. Mhm. Mais il y en a d'autres, des connecteurs qui ne sont pas que pour la reformulation, mais qui y participent souvent. Par exemple, Ah oui, logique. introduire un exemple, c'est une forme de reformulation. On rend une idée abstraite plus concrète, plus facile à saisir. Oui, donner un exemple, c'est souvent la meilleure façon de clarifier quelque chose, c'est vrai. Tout à fait. Et de la même manière, des expressions comme « en fait » ou « en réalité », elles servent souvent à corriger ou à préciser quelque chose qui a été dit avant, ce qui revient à reformuler pour éviter un malentendu. D'accord. Genre, il avait l'air calme, en fait, il bouillait intérieurement. On reformule la première impression. Et les sources parlaient aussi de connecteurs logiques plus généraux, comme parce que, donc, mais. Comment ils s'intègrent là-dedans? Alors eux, ils ne sont pas des marqueurs de reformulation directe, mais ils organisent le raisonnement, le discours, et c'est souvent dans ce cadre-là qu'une reformulation va trouver sa place. Je vois. Par exemple, on peut expliquer une cause. Il est fatigué parce qu'il a mal dormi. Puis on peut reformuler la conséquence pour qu'elle soit plus claire ou plus forte. Donc, autrement dit, il n'est pas du tout opérationnel aujourd'hui. Ah oui. Tu vois? La reformulation, autrement dit, elle vient renforcer ou expliquer le lien logique introduit par donc. Ces connecteurs y structurent le cheminement de la pensée, et la reformulation s'y glisse pour rendre ce chemin plus fluide, pour être sûr que l'enchaînement est bien compris. Il balise le parcours pour l'auditeur en quelque sorte. C'est vrai. Utiliser un c'est-à-dire ou un en clair, c'est un peu comme prendre l'auditeur par la main et lui dire « Attendez, je vais vous le dire sous un autre angle pour être sûr qu'on se comprend bien. » C'est une marque de respect et de considération. C'est vrai que ça rend l'écoute beaucoup plus agréable quand la personne qui parle fait cet effort. Et il resterait une dernière technique, c'est ça, un peu plus global? Oui, les sources l'appellent la reformulation paraphrastique. C'est un peu le niveau au-dessus, si tu veux. Ça combine les autres techniques. Là, il ne s'agit plus de changer juste un mot ou juste la structure, mais de réexprimer une idée complète en changeant à la fois les mots et la structure, tout en gardant le même sens, bien sûr. Ça ressemble un peu à l'exercice qu'on nous demandait à l'école, hein, dire avec ses propres mots, non? Exactement ça. C'est la compétence qu'on utilise quand on résume un article, quand on explique une théorie compliquée à quelqu'un, ou quand on adapte un message pour un public très différent de celui pour qui il était prévu au départ. Mhm. L'exemple donné est parlant, la phrase « Malgré la pluie, nous sommes allés nous promener » peut être paraphrasée par « Bien qu'il pleuve, nous avons fait une promenade ». Oui, Si on regarde le sens général de concession, il pleut mais on se promène, est le même, mais les mots ont changé. Malgré devient bien que, sommes allés nous promener devient avons fait une promenade, et la structure aussi a changé. On passe d'un groupe prépositionnel à une proposition subordonnée. C'est une réécriture plus profonde. clairement, ça demande une bonne maîtrise de la langue, c'est sûr, et puis de bien avoir compris l'idée de départ. C'est là qu'on voit que reformuler, c'est pas juste appliquer une recette, quoi. C'est un vrai savoir-faire. Absolument. Et comme tous les savoir-faire, ça se développe en pratiquant. Les exercices qu'on trouve dans les sources, ils servent à ça. Essayez consciemment, quand on parle ou quand on écrit, de varier ses mots, de chercher le synonyme le plus juste, de tester une structure passive, de condenser une idée avec une nominalisation. C'est comme ça qu'on s'approprie ces outils et qu'on devient plus agile pour communiquer. C'est pas inné, hein, c'est un muscle qu'il faut travailler. C'est un excellent point. Alors, pour essayer de résumer un peu notre discussion, il semble bien que la reformulation, ce soit beaucoup plus qu'une simple technique de langue. C'est vraiment une compétence de communication clé, une sorte de couteau suisse pour la pensée. J'aime bien l'image. Ça nous sert à clarifier nos idées, pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes, à simplifier ce qui est compliqué, à résumer l'essentiel, à adapter notre style, à éviter d'être monotone. Et pour faire tout ça, on a toute une boîte à outils. Jouer avec les mots, synonymes, antonymes, jouer avec la grammaire, actif-passif, nominalisation, bien utiliser les connecteurs pour guider l'autre, et même réécrire complètement une idée avec la paraphrase. C'est une approche qui est flexible, dynamique et surtout
très stratégique de l'expression. Tout à fait. Et cette exploration, ça nous laisse peut-être avec une pensée, une question pour aller un peu plus loin. On a vu comment reformuler, ça améliore la clarté, l'impact de ce qu'on dit aux autres, mais est-ce qu'on pourrait pas se demander dans quelle mesure cet effort qu'on fait pour chercher différentes façons de dire quelque chose, trouver d'autres mots, d'autres structures, d'autres angles, est-ce que ça n'approfondit pas aussi notre propre compréhension de cette chose? Ah, c'est intéressant ça. En étant obligé de déconstruire puis de reconstruire une idée pour la dire autrement, est-ce qu'on n'est pas amené à en voir plus finement les contours, les nuances, les implications? Et puis, dans un monde où on est noyé sous l'information, maîtriser cet art de la reformulation qui demande de synthétiser, de clarifier, de réorganiser, est-ce que ça ne vient pas aussi une compétence vitale pour naviguer dans ce flot, pour trier, pour vraiment s'approprier le savoir? Peut-être que savoir bien reformuler au fond, c'est une clé pour mieux penser.